Merci à tous d'être là aujourd'hui pour ce petit atelier qui est plutôt sous la forme d'un retour d'expérience qui va durer à peu près 1 heure. On a Toussaint qui est de Wavestone et Hugues de Literal AI qui vont se présenter un petit peu après, qui vont parler aujourd'hui d'évaluation et de monitoring de système LLM, sujet crucial. Donc voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Toussaint, je te passe le micro, je vais te le mettre. Ce sera... Ok, c'est à Hop, toi. et voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Du coup, merci à tous d'être là. L'objectif de cet atelier, ça va être de parler notamment de monitoring d'évaluation. Aujourd'hui, on est beaucoup confronté à beaucoup de use cases autour de l'agent conversationnel, notamment de RAG. Euh, et donc, derrière, l'objectif de cet atelier, c'est aussi de voir dans un use case concret dans lequel nous avons fait un accompagnement chez Westone, comment, en fait, derrière, on a mis en place les solutions d'évaluation. Et donc, notamment voir quelle différence il peut y avoir par rapport aussi à du machine learning classique. Et pour ça, l'idée, c'est de utiliser un fil rouge, notamment qu'on a fait côté use case, en utilisant un aperçu sur un framework qui va être présenté par Hugues, Literal AI. Et donc, pour ça, moi, ce que je vous propose, c'est, dans un premier temps, comme il y a des personnes de différents horizons dans la salle, donner un peu une base pour que tout le monde comprenne de quoi on parle, parce que là, on va ici se focaliser sur l'évaluation, notamment sur un RAG, et donc mettre un peu les fondations, parler aussi quelle brique du RAG va être important ou va faire, euh, va faire que en fait, ça va changer au niveau de la performance. Et donc, et derrière, voir ça concrètement sur un framework pour vous voilà, donner un aperçu de qu'est-ce qui est possible de faire. Et bien sûr, l'idée, c'est que ce soit interactif. Donc, si jamais vous avez des questions ou des remarques ou des retours d'expérience à partager par rapport à ce que vous avez pu faire, n'hésitez surtout pas. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est important d'évaluer, de monitorer. Là, il y a une phrase une citation que j'aime bien, c'est Don't let customers tell you first. Donc, l'idée, c'est qu'avant de le mettre en production, de mettre à disposition votre système à des utilisateurs finaux, c'est de s'assurer que finalement, votre système réponde bien aux prérequis attendus. Donc là, j'ai mis 4 points, bien sûr. L'idée, c'est aussi que vous me partagez si vous êtes d'accord ou pas. L'un des premiers points, c'est de s'assurer que on est au niveau de performance et d'accuracy attendu, notamment que votre système soit fiable. Le deuxième point, ça va être de pouvoir mesurer les performances de votre système, mais ça pendant le développement de votre système, mais également une fois que ça sera mis à disposition des utilisateurs. Troisième point, ça c'est un vue global, c'est de limiter l'hallucination. Donc par la suite, vous allez voir qu'on va avoir notamment des métriques pour pouvoir évaluer comment on peut limiter l'hallucination et de mesurer ça concrètement. Et le quatrième point que je vois, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire que votre RAG, il va être utilisé sur certains documents, mais les documents peuvent évoluer dans le temps. Et sur ce fait, s'assurer que, il n'y ait pas de diminution de performance lorsque vous allez mettre à jour votre système. Donc voilà, est-ce que vous, de votre côté, vous êtes en phase avec ces éléments-là ou est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez pu voir? N'hésitez pas. Donc une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est que comme dans notre démo, notre use case, on va parler de RAG et l'évaluation va porter dessus, c'est rapidement vous faire un rappel de ce qu'est un RAG. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais l'idée c'est d'avoir les briques globaux. Donc finalement, le RAG, ça va être permettre d'utiliser notamment les modèles génériques et de lier notamment à ça à des documents externes pour apporter de la connaissance et afin que votre système puisse répondre au mieux euh, via cette architecture. Donc là, ce qu'on vous présente, c'est une architecture simple, qu'on appelle souvent dans la littérature RAG Vanilla. Et donc, la première partie, grosse partie, ça va être la partie pré-processing. Donc, les trois étapes que vous voyez initialement, ça va être le parsing, donc vraiment extraire les données de votre document. La deuxième étape, ça va être le chunking, donc découper ces morceaux en petits morceaux et ensuite le mettre dans une base de données vectorisée. Et donc, lorsque l'utilisateur va envoyer son prompt, l'idée, c'est de récupérer les informations importantes de base de données vectorielle-là et qui sera derrière donné en input à votre LLM avec notamment le prompt de l'utilisateur, avec les informations clés qui ont été retirées. Et ensuite, le LLM va générer une réponse à l'utilisateur. Donc ça, c'est grosso modo le fonctionnement d'un RAG. Et nous, l'objectif, pourquoi on décrit ça, c'est de voir quel module, sur quelle brique nous, on peut jouer pour voir comment ça va influer sur la performance de notre système. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou vous avez des remarques par rapport à ce diagramme-là? Tout est clair? Donc là, c'est une proposition que je vous fais. Donc là, en fait, c'est une vue simplifiée d'un peu les briques sur lesquelles on va
jouer qui vont avoir un impact sur la performance de votre modèle. La première oblique que vous voyez tout en bas, c'est un peu dans l'ordre, c'est la partie plus parsing et chunking. Chunking, du coup, le découpage en morceaux. Et donc, c'est ces métriques-là, notamment, que nous, dans notre démo, on va faire varier pour voir quel impact ça va avoir sur notre performance. Ensuite, deuxièmement, il y a la partie aussi retrieval, donc la récupération d'infos. Donc là, il y a différentes techniques de récupération qui peuvent aussi jouer un rôle sur la performance de votre modèle. Et enfin, il y a la partie aussi LLM, le modèle que vous allez utiliser pour la partie génération et la partie embedding. Donc ça, pareil, aujourd'hui, Hugues, je pense, vous détaillera un peu plus, mais nous, on a fait le choix de tester, de prendre un modèle, mais ça va aussi jouer un impact. Mais aujourd'hui, sur lequel on a le plus la main, ça va être la partie qui est au fondement, qui est la partie chunking et parsing. Pareil, c'est une vue simplifiée, il y a d'autres choses, notamment le prompt engineering que vous allez faire qui va avoir un impact. Mais là, c'est une proposition que je vous fais, bien sûr, et à discuter, à challenger. Mais c'est une vue simplifiée de qu'est-ce qui va impacter votre performance. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous avez des questions, des remarques? Surtout, n'hésitez pas, hein. Peut-être sur votre point de vue, ça peut être différent, il y a d'autres choses à prendre en compte. Donc, l'idée, c'est aussi de challenger cette vue-là. Je pense que tout va bien. Ok, du coup, comme j'ai dit, la première élément que nous, sur lequel on va essayer de faire tester différentes méthodes, c'est la partie chunking. Et donc là, sur cette partie-là, il y a deux différentes catégories, des chunking classiques, naïfs, qu'on peut appeler des chunking plus avancés. Et nous, dans notre démonstration plus tard, vous allez voir, on va utiliser deux d'entre eux, notamment recursive et sémantique. Euh, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on a différentes méthodes de chunking. Notamment sur le papier, on peut se dire que par exemple, le semantic chunking qui va découper votre texte par rapport au sens qu'ont les différents chunks de vos documents, faire en sorte que deux chunks ils aient quand même des contextes différents. Ça peut être mieux que naive chunking, mais je dirais que ça dépend aussi de votre use case. Si les documents que vous avez sont structurés, non structurés, ça sera peut-être plus pratique. Donc là, l'idée, c'est aussi de tester différentes approches en fonction de votre use case. Dans le nôtre, on va tester recursive et sémantique pour voir quel impact ça va avoir sur la performance. Ouais. Ouais. Aussi une similarité entre eux. Donc, ouais, quelque chose exactement. Et ça, tu peux, dans les paramètres, on peut se dire quelle distance ou quel écart tu veux entre les différentes chaînes. Yes. Une question sur le chunking agentique. Mm. Est-ce qu'il y a des cas concrets où ça marche mieux que le reste ou parce que ça me paraît poser d'autres problèmes de mesure ensuite et un peu coûteux aussi. Donc est-ce que c'est Là, j'indique, moi je l'ai mis, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, dans la littérature, j'ai pas vraiment trouvé de librairie facile d'utilisation, notamment côté avec Longchain. On peut facilement utiliser sémantique récursif, mais agentique, aujourd'hui, c'est pas intégré, donc sûrement c'est quelque chose qu'on va faire custom à la main, mais je pense qu'aujourd'hui, à l'avenir, très prochainement, il y aura sûrement des choses qui vont se développer dans ce sens-là. Et personnellement, j'ai pas forcément expérimenté ce agentique. Néanmoins, c'est quand même intéressant de le mettre là parce que j'ai trouvé que c'était c'est c'est découpé. Tout ça, c'est les méthodes pour découper ton texte de manière intelligente. Et donc, Agentic, ça va utiliser un LLM simple pour mieux comprendre le contexte. Ouais. Ouais, là, je ne l'ai pas mis dedans. Vraiment, là, j'ai mis le découpage. Mais en effet, il y a aussi d'autres. Là, c'est pas forcément exhaustif. Je pense qu'il y a sûrement d'autres qu'on a oubliés. Mais là, l'idée, c'est de nous donner un aperçu. Il y en a beaucoup. Et donc, l'idée, c'est aussi ce sur quoi on a la main aujourd'hui pour améliorer finalement nos performances. Je vous l'ai dit, du coup, dans la pyramide, la base, c'était le chunking. Ensuite, au milieu, on avait la partie retrieval, récupération. Donc là, j'ai mis pareil. Là, on présente trois, mais il y en a bien d'autres qui sont avancés. Ceux qui sont, il y a le keyword base, donc recherche mot à mot. Donc l'idée, c'est comme le TF-IDF, aller rechercher euh, par mot le document dans lequel vous allez retrouver les informations. Donc là, l'avantage, c'est que, notamment dans notre use case, vous allez voir, il y a beaucoup la partie réglementation. Donc ça peut être intéressant. Typiquement, vous cherchez la définition d'un mot, etc. Donc vous allez pouvoir rapidement trouver cette information-là. Néanmoins, le désavantage, c'est que ça va avoir moins d'informations sur le contexte.
global du document. Et le vector search, c'est ce que nous, on va tester de notre côté, c'est vraiment aller chercher dans le sens. Typiquement, je vais prendre un exemple, si vous cherchez une information, je sais pas, sur un chat, et lui, il n'y a pas de d'information sur le chat, mais plutôt sur des animaux, il va faire le rapprochement. Donc, ce sera euh, vraiment de manière vectorielle. Et donc, en dessous, on a des exemples d'algorithmes euh, qui permettent de le faire. Et aujourd'hui aussi, l'approche qui peut être intéressante, c'est de combiner les deux, parce que chaque vecteur, recherche mot à mot et vectoriel ont chacun leurs avantages et inconvénients, et le fait de combiner les deux peut permettre d'avoir les avantages des deux. Donc voilà la deuxième brique, je dirais, sur laquelle on peut avoir la main pour la partie performance. Dans quel cas le vector search c'est moins bien que le keyword based? Typiquement, notre cas, en fait, parfois, on a de la réglementation. Donc, par exemple, je cherche un mot spécifique euh, ou un jargon exactement qui est spécifique à notre use case. Le fait d'avoir du vector search, parfois, il va avoir du mal à le trouver dans le document en question, notamment le mot-clé. Et donc, alors que mot à mot, je pense que sûrement Hugues va vous partager dans la démo un exemple concret où on le voit clairement. C'est-à-dire que nous, on a utilisé le vector search, alors que si on avait combiné ça avec du mot à mot, on se dit que ça aurait pu améliorer finalement la réponse de notre algo. Je ne sais pas si en ligne, il y a des questions. Question, les méthodes de reranking, tu les rends rapides. Moi, du coup, j'ai mis au centre. Mhm. Comment vous pouvez ordonner. Ouais. Euh, Moi, je l'aurais mis, oui, en effet, aussi avec vector search, mais je l'aurais mis même en avancé. C'est-à-dire, il y a d'autres techniques, j'ai vu que si, euh, on a parlé avec Hugues tout à l'heure, c'est le parent search, notamment le fait de découper euh, votre, la récupération, c'est-à-dire avoir des blocs parents, des chunks, qui sont liés à des fils, donc en sous-découpant, en sous-catégories. Du coup, ça permet d'avoir plus de précision, c'est-à-dire qu'on sait que on a découpé à une maille fine, néanmoins on a du contexte des parents pour savoir de quel document on parle. Donc il y a d'autres techniques en effet. Néanmoins, là aujourd'hui, on est resté de manière très simple sur ces éléments-là. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une des briques sur lesquelles en fait on peut finalement jouer pour la partie performance. Mm. Le research, c'est quoi l'algorithme? Ça te Lequel? parle? Non, je connais pas précisément. C'est dans ce que dans la littérature, c'est ce qu'on a. Euh, C'est quoi la différence? Par exemple, je sais pas, j'ai fait le chunk en Word et un chunk en Word. Le bénéfice de faire du research. Hybrid search, c'est comme je disais dans le cas, c'est que ça va permettre de à la fois d'avoir une compréhension globale du contexte. Donc l'idée, c'est que tu puisses récupérer par notamment le calcul de distance similarité, pas forcément en cherchant par mots-clés, en même temps couplé au fait que tu puisses rechercher par mots-clés. Donc l'idée, c'est que si jamais, en fait, dans ton use case, tu peux avoir. Ce qui est dur, c'est que dans ton cas d'usage, l'utilisateur peut avoir différents types de questions. Il peut parfois avoir des questions très précises sur la définition d'un mot, par exemple, ou des questions plus complexes, plus évasives. Et donc là, ce serait le plus adapté. Donc le fait de combiner les deux, tu peux avoir finalement le bénéfice des deux. Des vecteurs sorts qui permet d'avoir plusieurs types de vecteurs pour faire les mêmes. Ok. Est-ce que ce serait pas mieux tout simplement de quelque chose en DM25? Hmm. Le rêve, là, c'est un C'est exemple. Ouais, c'est un exemple. Mais en effet, peut-être que tu as raison sur ce passe-là, mais je ne suis pas forcément testé de mon côté, donc je ne pourrais pas forcément te répondre. Enfin, pour le cas du hybrid search, enfin, je peux juste mentionner un exemple que j'ai vu dans l'industrie en prod, où c'était vraiment pertinent de le combiner. C'était tout simplement de tirer profit des métadatas qu'on mettait dans les docs, dans la base de connaissances, tout ce qu'on chunkait, pour à la fois se dire, bah, tel user, il vient de telle entité, donc ça sert à rien d'aller fouiller ailleurs, je filtre sur ça, et pour aussi aller renforcer quelques critères et contraintes de qui peut accéder à quel bout de doc de la base de connaissances. Donc, je fais une petite couche. C'était du custom, hein, c'était pas cet algo-là dont parle Toussaint. C'était du custom pour dire, bah, OK, tel user me pose la question, je préfiltre d'abord sur tel document
auxquels il a droit d'accéder ou bien qui sont pertinents. Et ensuite, je fais mon similarity search, etc. Ouais, là, Oui, c'est du custom. ouais, je confirme également que c'est très important d'utiliser la metadata. En tout cas, ça peut avoir une utilité énorme. Par exemple, vous avez plein de documents et vous cherchez un document, vous cherchez une information relative à une date bien précise. Bah, si vos documents ne sont pas indexés avec une metadata faisant référence à la date, bah, par exemple, vous allez faire un retrieval de plein d'informations, mais qui n'auront absolument aucun rapport avec la date ou la période que vous cherchez, par exemple. Un exemple, hein, c'est pareil pour une société, pareil pour un produit, pareil, voilà. La metadata est très importante et de l'unchunk, dans l'unchunk, vous ne l'avez pas forcément. Ouais. Justement, c'est une partie qu'on n'a pas forcément vue dans les blocs, mais il faut enrichir finalement votre chunk avec les métadatas pour permettre d'optimiser la pertinence finalement lors du retrieval. Du coup, une fois que c'est là, l'idée, c'est de vous présenter un peu rapidement les métriques qui sont intéressantes. Donc, avant de parler de métriques, l'idée, c'est aussi dans votre cas d'usage, ce qui va être clé aussi, c'est que vous constituez un test set. Pourquoi? Pour finalement évaluer votre système. Et dans votre test test, ce qui va être important d'avoir, c'est ces quatre éléments-là. Le premier, ça va être la query de l'utilisateur. C'est la question que l'utilisateur va poser, avoir le contexte associé à cette question, et aussi une référence, c'est-à-dire une réponse qui dit, finalement on appelle aussi souvent ground truth, pour finalement savoir quelle est la source de vérité par rapport à votre question, et en fait l'answer qui est finalement la réponse générée par votre système. Et vous voyez qu'il y a différentes relations entre ces quatre éléments-là, et globalement, en fait, ces métriques-là vont permettre d'assesser globalement votre système, sachant que ces métriques, on peut les diviser en deux catégories. Par rapport à votre règle, vous allez avoir une partie plus sur la partie récupération, en amont de la chaîne, et une partie génération. Donc sur la partie récupération, on retrouve souvent le contexte recall, le contexte précision, qui vont à la fois permettre de savoir si, euh, d'une part, le recall pour savoir est-ce qu'on récupère toutes les informations clés de la référence dans le contexte. La précision, quant à elle, ça va être de savoir si finalement les informations dans le contexte sont bien rangées par ordre d'importance, ordre de, je dirais, de relevancy est-ce que c'est pertinent dans la façon dont dans le contexte on retrouve les éléments. Et donc ça va être, je dirais, conditionné aussi par la suite. Est-ce que votre génération la réponse que vous allez être fournie va être pertinente ou non. Et pour la génération, ça va être answer relevancy, donc savoir si finalement la réponse que vous avez à la fin répond concrètement à la question que vous avez posée. Et faithfulness, c'est là que la fidélité qui va permettre de vérifier si votre système n'hallucine pas. Donc, par ailleurs, là, c'est peut-être un peu abstrait. Par la suite, on va vous montrer un peu des exemples concrets pour savoir comment on calcule avec Hugues, pour vous donner un peu plus de concret sur ces métriques-là. Mais c'est un peu les métriques clés qu'on va regarder généralement lorsqu'on fait une évaluation. Donc, là, c'est des exemples, mais je vais passer parce qu'on va y revenir après. Donc là, pour la démo en question, comme je vous ai dit, on va s'appuyer sur un use case concret qui va être sur la CSRD. Je ne sais pas si ça vous parle. Du coup, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est pour la signification. Finalement, c'est une directive européenne qui vise à obliger à imposer aux entreprises d'avoir un reporting sur la partie extra-financier, c'est-à-dire sur les aspects environnemental, social et de gouvernance. Et donc, finalement, c'est un sujet très niche, je dirais, mais qui touche qui a touché beaucoup d'entreprises. Et l'idée, c'est que nous, côté Wastone, on a accompagné un client euh, qui a en fait implémenté un RAG sur ses documents sur la CSRD. Et l'objectif, en fait, c'est que les utilisateurs qui avaient besoin d'avoir des réponses, aller chercher des informations dans ces documents. Et il y avait plus de 200 documents, donc fastidieux d'aller chercher les informations à la main. Ça prenait beaucoup de temps. Et donc le RAG était la solution visible pour pouvoir améliorer, pour pouvoir aller plus rapidement chercher l'information. Donc l'idée, c'est que là aujourd'hui, dans le use case, il y avait plus de 200 documents avec différents types de documents. Il y avait du Word, du PDF, du PowerPoint, de l'Excel. Et l'idée, c'est que ce RAG-là soit utilisé par environ 120 utilisateurs. Et par rapport aux tests qui ont été faits, on estime qu'en fonction des réponses, ça peut aller jusqu'à 4 heures de gain. Alors, ce qui serait permis avec ce RAG-là. Sinon, ils auraient dû chercher l'information, les consolider, lire les documents. Et ce qui est aussi intéressant que je vous raconte, c'est que
Pour la mise en place de cette solution et le POC, comment ça a été fait sur la partie évaluation et tests, c'est qu'on a demandé à des utilisateurs finaux, quelques utilisateurs, d'aller tester, de poser des questions. Est-ce que c'est pertinent ou non? Il n'y a pas forcément eu de métrique qui a été mise en place. Donc aujourd'hui, nous aussi, avec la démo, c'est de montrer aussi comment on aurait pu améliorer ça, sachant qu'aujourd'hui, cette solution elle va être aussi mise en prod chez eux. Et donc pour ça, nous, on nous a fait une petite démo plus simplifiée, parce qu'on n'a pas eu forcément accès à toutes les données, que aux données publiques. Euh, mais aujourd'hui, voilà, c'est de montrer aussi sur un use case concret comment on peut mettre en place ces différentes métriques-là, avec notamment un framework. Et si vous n'avez pas de questions, c'est à ce moment-là que je laisse la main à Hugues pour la partie plus démo. Du coup, je me présente Hugues de Saxé. J'ai rejoint l'équipe Literal AI. Les deux cofondateurs sont présents juste ici au fond de la salle. En début d'année pour travailler sur l'évaluation de LLM. Et j'ai repris une présentation qui parle de l'amélioration d'applications LLM. Pour cette présentation précise, on va se concentrer sur les RAG. Et avant même de parler d'évaluation et d'amélioration, en fait, on va se concentrer sur les dossiers qui m'ont été fournis par Toussaint et avoir une première version. C'est le principal, c'est d'avoir ça le plus rapidement possible. Donc, il y a deux étapes, chunk et index, et après faire la partie retrieve et call au LLM. Comment est-ce qu'on se lance? Donc, pour le chunking et l'indexing, ça, c'est les documents qui m'ont été fournis. C'est en tout petit, mais en gros, vous avez trois dossiers avec un paquet de PDF et d'Excel spreadsheet. Pour nous, ça fait beaucoup de formats. Il y a des images également. Tout ce qui est table, les options d'indexation qu'a présenté Toussaint ne sont pas adaptées. En fait, il faudrait mettre ça dans des DB SQL et faire des queries à la main pour obtenir des résultats pertinents. On s'est concentré du coup sur la partie PDF et je vais maintenant vous montrer comment on a chunké ça. Donc, a priori, si je switch ici et qu'on zoome un peu, hop, pas ce code-là. Ici, embed. Super. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un framework. Ici, vous allez voir apparaître LangChain. Donc, c'est ce que Wavestone, c'est ce qu'ils ont utilisé. C'est un des leaders sur le marché. Eux et la main index. Et vous allez avoir donc ici le recursive character text splitter, donc qui vient fourni automatiquement par LangChain. Ici le semantic chunker. Et si on regarde en bas, en fait, on boucle sur l'ensemble des PDF et vous obtenez ensuite la possibilité d'obtenir vos documents. Ici, pas tellement utilisé de paramètres spécifiques. Chunk size, vous pouvez dire le chunk overlap aussi que vous voulez entre vos chunks. Et pour le sémantique, j'ai tout simplement spécifié le modèle ici, à savoir OpenAI, qu'on souhaite utiliser pour voir la similarité. Question, ouais? Non, c'est pas de la fraude. Non. Oui, exactement. J'y arrive. Merci de le mentionner. C'est le dernier point ici pour la partie embedding. C'est Chroma. Pourquoi est-ce que je l'ai utilisé? Tout simplement parce qu'en fait, il y a cette option Persist Directory qui me permet de l'utiliser en local et je suis tranquille. Voilà. Idéalement, vous utilisez Pinecone ou un service qui garde pour vous constamment le contenu. Ça, c'est pour la partie chunking. C'est clair? Si oui, on peut passer à la suite, à savoir l'étape de retrieve et de call. Ouais, Ça, mais comment est-ce qu'on voit si c'est un peu standard, c'est ouais, c'est un peu de standardité. ouais. Est-ce qu'on dit que bon, c'est bien. Est-ce que tu peux visualiser les... Ouais, il y a des. J'ai testé ChromaViz. Je l'ai pas lancé là, mais le package est un peu vieux. Il a un an sur GitHub et il n'y a pas de modification depuis. Du coup, c'est un peu pénible de le lancer. Ensuite, vous avez des outils. Toi, tu peux récupérer les documents et les afficher comme ça t'arrange. Tu peux. Ce qui se fait souvent, c'est de regarder une distribution, vérifier la taille, la longueur des chunks, surtout quand tu es sur un chunking sémantique. Tu veux t'assurer que tu n'as pas
100 pages d'affilée qui sont considérées du même contenu, etc. Donc, tu as des paramètres au niveau du chunking qui te permettent de préciser aussi quand même, là, tu vois, mais min chunk size, tu as pas mal de paramètres sur lesquels tu peux jouer. Ouais. Pardon, j'ai dû rater l'étape pour l'extraction du texte des PDF. Quel outil ou quel package Ouais, utiliser? effectivement, j'ai utilisé LangChain ici. Ouais, ok, On ok. voit apparaître ici PyPDF Loader. Ouais. C'est l'outil par défaut qui s'offre. Ouais, du coup, me coupez pas la parole. Non, la question que j'avais, c'était est-ce que dans la démarche, le premier truc à faire, ça aurait pas été peut-être d'ouvrir un peu les PDF, voir un peu, c'était pas que des Oh oui, PDF c'est un ce peu que j'ai fait. visuels, Ouais. parce que, Donc, enfin, je vous ai épargné ça ici. Euh, pourquoi? Donc, TSRD, c'est ce que m'a donné Toussaint. C'est la première étape, c'est de regarder ce qu'il y a dedans. Donc, je peux vous en ouvrir un ou deux. Vous allez avoir des rapports sur le sustainability de ce style-là. Il y a des images, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai regardé un peu les Excel, ce qu'ils contenaient, les PDF, voir s'il y avait beaucoup d'images, quel contenu. Par exemple, il y a un document, je crois que c'est celui-ci. Non, il n'est peut-être pas dans la liste, je crois que je l'ai retiré, qui est en fait une table des matières où en gros, vous avez beaucoup de définitions, d'acronymes associés à ce genre de format tabulé, c'est pas idéal pour en tout cas ce qu'on veut faire ici, ouais, le chunking sémantique. parce que moi, j'ai eu pas mal de galères sur des documents qui venaient de consulting où c'est que des présentations en PDF. Et du coup, c'est très juste visuel. Et du coup, si on fait juste une extraction de texte, ça marche pas bien. Ouais, Du coup, après, il y a d'autres modèles pour faire des trucs comme ça. ouais, il y a bien mieux que PyPDF Loader. Donc, J'ai une question. Vous avez fait ça il y a combien de temps à peu près? j'ai fait ça aujourd'hui. Parce que, J'ai moi, je sais juste pas, regardé là, il y a des modèles d'embedding aujourd'hui qui sont multimodales. Est-ce que pour le coup, multimodo, ouais. multimodaux, pardon, est-ce que ça réglerait pas vos problématiques de table, d'image, Ouais, etc.? là, c'était plus une question d'extraction. PyPDF Loader de LangChain, il récupère le texte de mes PDF. Et plutôt que récupérer le texte, pas mieux juste prendre des captures d'écran, des images au format Ouais, PNG et les donner un ça peut être embedding? fait, mais après, comment est-ce que tu splits ça? Il n'y a pas de Faut souci. voir. C'est juste pour le coup, un vecteur est égal à une Ouais, image. ça peut se faire, ouais. Bah, oui, enfin, je vous conseille de regarder par exemple Colpali, qui a un modèle associé avec un modèle d'image des multimodales de Google, hein, et donc qui fait en fait de l'embedding de tokens d'images finalement. Donc, Alors là, je pense quand même que celui-là, text embedding, c'est peut-être que du texte. J'ai jamais vérifié. Mais comme il est assez, ouais, je sais pas s'il est lié à GPT-4 trop. bah, la question maintenant, c'est de savoir effectivement, est-ce qu'on reste sur du texte ou est-ce qu'on abandonne complètement le texte et on va complètement sur Ouais, l'image? mais ça va dépendre de votre corpus en question. Là, il y avait quand même Tout à pas fait. mal de textes. Il y a quelques présentations, je crois comme ça, où il y a effectivement ce genre d'images, mais est-ce qu'elles sont pertinentes dans ce cadre précis? Pas forcément. Pourquoi c'est pas la fin pour même utiliser un modèle Ouais, ouais. J'avais une petite question. Oui, Pour, je ne sais pas si tu as parlé de l'extraction des fichiers Excel. ouais. Tu t'en es pris Je l'ai tu l'as pas pas fait fait ici. ici. Je les ai ignorés. Ouais. Ok. Ce Et qu'il faudrait faire, c'est les mettre dans une base de données ok. et ensuite avoir un tool call qui te permet d'aller interagir avec cette base de données pour récupérer les informations. Et là, ça demande toi d'à la fois convertir la query de l'utilisateur Ok. pour extraire les ID, les paramètres intéressants qui te permettent ensuite d'écrire une requête, ce que tu veux exposer de ces spreadsheets. Ok. Je regardais dans la documentation LangChain, il y a Ouais. Unstructured Excel Loader, un peu Ouais. comme le PyPDF Loader. Ouais. Ce serait quoi la différence avec justement, enfin, quelle est la puissance de ce Je ne sais loader? pas. Ok. Unstructured data loader, ouais, je vois ce que c'est, mais j'ai pas testé plus que ça. Merci. Pour le coup, c'est en BD, parce que là, ce que tu fais, c'est utiliser un tool pour récupérer ensuite. Ouais.
Notamment parce qu'en fait, les tables, souvent, vont avoir... enfin, c'est par ligne. Ça peut être, si tu chunks un morceau d'une table, ça va pas être sémantiquement cohérent, même si la table peut avoir une cohérence elle-même. Il y a tout hasard, les graphes. Ou les graphes, ouais. Il n'y a pas d'autres questions, je continue. Il nous reste 13 minutes. Il y a encore un peu de chemin à parcourir. Euh, donc, Retrieve and Call LLM, cet aspect-là, il est géré de cette manière-là. Donc, vous voyez ici un petit schéma récapitulatif. Bon, l'utilisateur fait une requête. La partie API en bleu, c'est en fait votre vecteur DB et le LLM récupère les contextes et la requête pour générer la réponse. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. C'est pas très important. On a vu qu'on utilisait Chroma. Effectivement, il y a beaucoup mieux. Ici, c'est pour vous présenter le principe. Text embedding 3 small. Encore une fois, la requête, elle est utilisée telle qu'elle et embeddée, comparée directement avec ce qu'il y a en base de données. Et par défaut, ça vous renvoie les quatre, je crois que les quatre morceaux les plus proches. Côté LLM, il y a une petite système prompt qui vous permet de spécifier un peu le comportement. Donc, on précise, je vous montre dans un instant. Euh, on concatène les contextes et la requête et on demande de générer la réponse. Idéalement, donc GPT-4 Mini, c'est le meilleur rapport qualité-prix peut-être aujourd'hui. Avant de passer au vibe check, ça vaut le coup de vous montrer un petit exemple. Donc, je crois que j'ai l'application là qui tourne. Ouais. Ici, donc voilà, j'ai écrit ça. J'ai écrit ça en utilisant le framework Chainlit qui permet d'avoir une UI rapidement installée. Et j'ai sélectionné notamment un article dans le PDF que j'ai lu, un élément qui me paraissait un peu insolite. Quel investissement ont annoncé Total Energy Saudi Aramco en 2022? Là, il fait l'appel à la vecteur DB et il me sort le résultat de 11 milliards de dollars pour le complexe pétrochimique Amiral. Si je regarde ici, ce que je viens de faire, c'est un vibe check pour m'assurer que le RAG marche. C'est ce que tout le monde fait par défaut et c'est ce que certains de nos clients font également pour bon, on envoie l'application telle quelle sur quelques bêta users et on regarde ce que ça donne. Si ça prend à peu près, on peut récupérer un peu de feedback, on tente et on envoie en prod. C'est un peu osé, mais pourquoi pas. Ça permet pas, en revanche, d'améliorer l'application de manière automatique. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Le choix de la métrique, Toussaint les a mentionnés. On va regarder un peu plus en détail comment elle se comporte et la manière dont on les évalue. Donc là, je parlerai un peu de Literal AI et de la plateforme. Choix de la métrique. Donc, à quel niveau est-ce qu'on se place? On peut regarder l'entièreté du système. Donc, on intercepte la requête et la réponse et on regarde vraiment au niveau méta les performances que ça obtient. On peut aussi se placer au niveau uniquement du retrieval, de la récupération ou de la génération de la réponse. Toussaint a mentionné les quatre variables qui nous intéressent, la question, les contextes, la réponse réellement obtenue, la référence de base que vous avez idéalement, mais c'est effectivement la plus pénible à obtenir. Euh, c'est la plus pénible parce que ça demande en fait un travail souvent humain et la génération peut être faite de manière automatique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez chunké, vous pouvez aller dire bah, va récupérer deux, trois chunks qui sont assez proches les uns des autres, génère-moi une question et une réponse, et on ajoute ça en espérant que ce soit une bonne référence par la suite. Ça demande quand même un peu de validation. Au niveau des évaluations, Ragas a été mentionné. Euh, quatre métriques, je vous propose de regarder maintenant et ensuite de regarder l'une d'entre elles
sur le petit RAG qu'on a construit. La première, c'est Answer Similarity. Donc, on a fait un vibe check, on regarde ce qu'on obtient, on voit que ça a l'air cohérent. Moi, ce qui me paraît le plus simple, c'est de regarder, on a une réponse, l'answer et la référence. Le plus naturel, c'est de comparer les deux. Vous pouvez faire une distance de Hamming, ce que vous voulez. Ce qui est proposé plus régulièrement, c'est de tout simplement prendre vos deux, dans l'espace du langage naturel, la réponse et la référence. On regarde l'équivalent en embedding et on regarde la distance. Euh, et ça nous permet de savoir si on dérive, si on dévie vraiment, dérive loin de la référence. Il peut y avoir plusieurs réponses possibles qui sont sémantiquement différentes, mais de manière générale, ça c'est un bon moyen et peu coûteux, très peu coûteux à mettre en place. Ça coûte rien. La deuxième métrique d'évaluation que j'aimerais présenter, c'est celle qui va concerner l'aspect génération, donc qui va se concentrer sur le LLM lui-même. Le LLM, on lui donne du contexte, une question, et il doit donner une réponse. C'est important que le LLM, qui a été pré-entraîné avec l'entièreté d'Internet, reste concentré sur le contexte et ne vienne pas altérer, rajouter du contenu qui soit en dehors du contexte qui lui a été fourni. Sa tâche, c'est vraiment question, voici le contexte, donne-moi la réponse selon ce contexte. Donc ça, c'est ce qu'on définit comme, quand il sort de ce contexte, c'est vraiment une hallucination. Pour calculer ça, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère une réponse du LLM, on la découpe en phrases, en gros, en faits. Ces faits, on regarde si le fait numéro I, la phrase, est dans les contextes. Et ensuite, vous faites un ratio simple entre le nombre de phrases qui sont dans votre contexte sur N. Si vous n'avez aucun de vos faits qui sont issus du contexte, ça veut dire que votre LLM a juste utilisé de l'info qui était dans son pré-entraînement. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel LLM ici. Tu donnes à un LLM, voici la phrase en question. Donc, ça peut être euh, la capitale de France, c'est Paris. OK. Tu donnes en contexte les contextes totaux. Donc, ça peut être la page Wikipédia de Paris. Et le LLM doit déterminer déterminer si le fait que la capitale de Paris, la capitale de la France soit Paris, est dans la page Wikipédia. Un. Exactement. Ouais, c'est tout. Donc, en gros, tu sais si dans la réponse que tu as obtenue, cette phrase-là est issue vraiment de ton contexte ou pas. Si elle l'est, ça veut dire que le LLM n'a pas halluciné, en tout cas sur ce fait-là. Si elle ne l'est pas, ça veut dire qu'il sort ça d'autre part. Ouais, complètement. Donc ça nous permet d'évaluer l'aspect génération. C'est pas tellement ce qui est le plus difficile aujourd'hui à évaluer, notamment parce que les meilleurs LLM sont à 1 ou 2% d'hallucination et ça décroît de manière très rapide. Donc c'est pas forcément là que vous gagnerez le plus en efficacité. Euh, à ceci près que vous pouvez switcher de LLM. Ouais, Cette tâche, elle me paraît relativement simple. ouais. Est-ce qu'elle peut pas être faite par un modèle type encodeur? Ah, complètement. D'ailleurs, c'est ce que propose Ragas. Ragas, en fait, a une version de cette métrique-là qui utilise directement un LLM que tu peux configurer, le GPT-4o mini par défaut. Ils ont une deuxième version qui s'appelle Faithfulness avec un modèle qui s'appelle HHEM, Hughes Hallucination Evaluation Model. Et ce modèle-là, c'est 100 mégaoctets sur Hugging Face et il te permet d'avoir des résultats à peu près équivalents.
légèrement moins bien que les meilleurs LLM, mais à un coût négligeable. Ouais, très bonne question. C'est effectivement un bon point. Maintenant, je vous propose de regarder les deux dernières métriques. C'est context recall et context précision. Donc là, on quitte la partie génération, on va regarder la récupération des chunks dont on a besoin. Comment est-ce qu'on fait? Donc, l'aspect principal, c'est de regarder en fait euh, la référence qu'on souhaite obtenir, donc la ground truth, et de s'assurer que toutes les phrases ou les informations qui sont contenues dans cette référence sont effectivement disponibles dans les contextes qu'on a récupérés. S'ils ne le sont pas, c'est mauvais signe. Donc, ce qu'on fait, c'est, encore une fois, c'est que cette fois-ci, on va voir, pardon, c'est au niveau de la réponse. Au niveau de la réponse, on va découper euh, la réponse en... Hop, j'ai trompé. Euh, on va découper en phrases et on va se poser la question, est-ce que c'est... Non, 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 non. Non, là, c'est censé être la grande trousse. C'est une erreur ici, c'est un copier-coller de la slide précédente. Donc, vous regardez votre référence, vous découpez en phrases, et là, vous savez si dans votre contexte, il y a effectivement l'intégralité de l'information dont vous avez besoin. Parce que c'est la référence que vous regardez cette fois-ci. Faites attention, c'est pas answer. Ça vous permet de savoir si vous avez récupéré toute l'information dont vous avez besoin, mais ça amène un biais, c'est que vous avez envie de récupérer un maximum d'informations, quitte à ce que vous en mettiez énormément. Donc ça, c'est un problème qui est du coup résolu en regardant une autre métrique, celle qui s'appelle contexte précision. Enfin, c'est la terminologie RAGAS que j'utilise ici. Cette fois-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde chacun des contextes séparément. Donc les voici, 1, 2, 3 par exemple. Et on se pose la question, est-ce que le contexte numéro I est pertinent pour ma référence? Donc en gros, vous regardez le contexte I et et vous posez la question, est-ce que ce contexte I a été utilisé pour répondre la réponse en question? Si oui, c'est donc que le contexte a été utilisé, sinon, c'est un zéro. Et ce que vous faites, c'est que vous regardez à chaque rang la précision que vous avez obtenue jusqu'à ce rang et vous faites la moyenne sur les contextes qui ont été utilisés de ces précisions. Un petit exemple fait pas de mal, je pense. Et je vous propose de regarder ce cas précis, à savoir le premier document que vous avez récupéré, pas utilisé pour répondre, pour obtenir la référence. Le deuxième est effectivement contient de l'information pertinente. Le troisième également. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la précision dans ce cas précis? Donc, on doit calculer les précisions à chaque rang. Au premier rang, ça n'est pas utilisé, donc c'est 0, forcément. Au deuxième rang, il s'agit de regarder la précision. Quelle est la proportion des documents jusqu'à ce rang qui sont pertinents? Il y en a un sur les deux, donc ça fait 1,5. Et ensuite, au troisième rang, quelle est la proportion de documents pertinents? C'est 2 tiers, donc ça fait 1,5 plus 2 tiers, et c'est la moyenne de ça sur les documents pertinents. Il n'y en avait que 2, donc ça fait 7 douzièmes. Tout ça, on me disait tout à l'heure, si on imagine 7 documents uniquement de septième pertinent, ça fait 0,00000, un septième que je regarde. Donc, on voit que non seulement on prend en compte l'aspect pertinence du document, mais également l'ordre dans lequel ils apparaissent. C'est clair? OK. Donc, on va s'atteler. Je vais vous montrer rapidement ce que ça fait.
Euh, L'objectif principal étant ici, donc, quand vous avez Precision and Recall, c'est un peu comme en ML classique, d'avoir à la fois quelque chose de complet, vous voulez une réponse qui contienne vraiment tous les éléments qui vous intéressent, mais à la fois minimal, vous voulez pas que ça déborde et que ça donne d'autres informations inutiles. Le but étant d'atteindre cet objectif tout en minimisant un peu ce que vous envoyez au LLM. Dans le cadre de CSRD et des documents, le contexte recall, c'est particulièrement intéressant et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. J'ai lancé quelques expériences déjà et je vais vous partager ça ici depuis Littéral. Donc, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'espère que vous pouvez voir ici. Vous avez 3 expériences. Top K, ça veut dire en fait le nombre de contextes que vous récupérez, c'est tout. Et vous pouvez voir ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un dataset. Donc, dataset fourni par Toussaint, encore une fois. J'ai pas eu le courage de. Enfin, j'ai essayé, mais le domaine n'est pas ma spécialité. Et donc, j'ai un set, un jeu de questions-réponses. C'est les seuls éléments dont j'ai besoin, sachant que le contexte et l'answer, elles me sont fournies lorsque j'exécute l'expérience. Donc, lorsque j'exécute l'expérience, j'ai calculé 4 métriques proposées par Ragas, les 4 que je vous ai présentées. Celle qui nous intéresse, c'est le contexte recall. On voit que lorsque je récupère un seul document, j'ai un contexte recall sur mes 10 questions-réponses qui est de 0,65. J'ai essayé de bump un peu le nombre de contextes récupérés. Je suis arrivé à 0,675 en poussant un peu, probablement trop loin, le contexte recall à 0,8. Le contexte, le, le nombre de contextes à 10, j'obtiens un contexte recall de 0,8, ce qui est positif. Maintenant, je vous propose de regarder un peu plus en détail donc, cet élément-là. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder le recall. À vrai dire, je fais comme ça. On a une similarité sémantique. Cette question-là qui m'intéresse notamment. Donc, la question est What is the name of the International Financial Reporting Standard? Blablabla. Donc, quel est le nom de ce standard? Il a récupéré des chunks. La réponse obtenue, c'est IFRS S1, sachant que tout ça me dit que la réponse que je devrais obtenir, c'est IFRS S2. Donc là, on arrive vraiment dans les éléments, les questions que vous posiez tout à l'heure, à savoir, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, en fait, on arrive à un système où il faut regarder un peu le contexte. Donc c'est là que c'est pratique de regarder un peu les chunks qui ont été récupérés. Et moi, je vois ici que j'ai effectivement un document qui mentionne cette norme. Et là, tout à l'heure, on a eu une intervention en ligne de quelqu'un qui mentionnait l'aspect metadata. Et en fait, je ne connais pas le domaine, mais j'imagine que il faut regarder en fait quand est-ce que ce document qui mentionne IFRS S1 a été créé et s'assurer que les documents plus récents sont récupérés en premier lieu. Peut-être même qu'ils ne devraient pas faire partie du lot, tout simplement, lors du chunking. Ceci explique également le fait que la similarité sémantique ici, 0,873, est en fait, on voit les limites de la similarité sémantique sur ce genre de questions où un très léger détail fait vraiment la différence pour un humain, mais pour le modèle, il n'y en a pas. Il y en a très peu en fait. Ça reste quand même très élevé comme similarité. Je reviens. Ouais, tu as une question? Ok. Il faut s'étirer, ça commence à être long. Je reviens du coup sur l'expérience où on a récupéré 10 contextes et je vais regarder la même requête, à savoir ici, je crois que c'est celle-ci.
c'est celle-ci. IFRS, ouais, où ça? Ouais, Semantic Similarity. Ouais, ouais, c'est la référence et la réponse effectivement obtenue. Non, non, la moyenne, tu l'as ici en fait. Tu n'as pas la moyenne, mais disons que t'as la possibilité. Ici, je crois que je ne l'ai pas inclus, mais tu as de la metadata, tu vois le document qui a été utilisé. Tu peux le rajouter dans ton application, c'est assez pratique pour les sources. Et tu peux rajouter aussi le score en question associé. Ça, c'est une méthode de retrieval. Évidemment, il faut regarder, ajuster un peu si tu veux le score à partir duquel souhaites considérer les documents. Un élément que je voulais présenter, c'était ça. Ouais, ici. Quel est le nom? Donc là, c'est la même question. Et quand j'ai regardé tout à l'heure, en fait, la réponse est toujours fausse. Je vois que toujours le même document est renvoyé en premier lieu. Si je scrolle un petit peu et que je vais en bas, on obtient quand même le document qui mentionne ici IFRS S2. L'information est là, elle est juste mal ordonnée et ça revient à ce dont on parlait à l'instant. Et ça transparaît notamment dans le contexte recall qui est à 0,8 maintenant, parce que l'information est bien là dans les 10 contextes que j'ai récupérés. La précision, en revanche, elle, doit être améliorée. Et avec ceci, je crois qu'on arrive à la fin de la présentation. Je veux terminer avec... Ouais, tu as une question? Donc là, je n'ai pas été assez clair. La UI ici, c'est Literal AI, donc c'est la boîte dans laquelle je travaille, ouais, où on travaille à l'évaluation justement d'applications LLM. On a en place un système qui permet, je ne voulais pas montrer, mais de visualiser. Hop, je crois que c'est ici. Ici, par exemple, tu vois, là, j'ai dans mes conversations, j'ai lié mon application et je vois ici que j'ai posé la question quel investissement ont annoncé, blablabla. Je peux regarder un peu en détail ce qui s'est passé, quel message, quels sont les chunks qui ont été récupérés. Ça me permet en fait de débugger, c'est plus rapide. Et je vois aussi ce que le LLM, quand, pourquoi, qui, quel prompt il a utilisé. Je peux aller débugger dans le playground, voir réessayer d'autres choses en fait. Donc ça me permet d'obtenir, d'aller vraiment débugger un peu, ouais, débugger le problème. Et ensuite, au niveau des datasets, ici, ça me permet si je vois un élément pertinent ou qu'un utilisateur a dit ça, c'est pas bon, je vois le score qui apparaît, je le mets dans mon dataset et ça me permet d'augmenter mon dataset. Mais oui, très bonne question. Non, c'est la question qui, on donne à quelqu'un un petit peu d'évaluer, comme tu as dit, tu peux donner des feedbacks en disant que tu sais passer parce que bon, Ouais, c'est là, je crois. Ouais. Donc ici, par exemple, toi, tu peux dire helpful. Là, si je fais ça, là, je dis très bien, ok, j'envoie. Bah, là, ça va apparaître normalement dans mes. Hop, je pense que c'est peut-être à ce niveau-là, au niveau de la thread. Hop, ici, c'est sur on message, c'est le message reçu. J'ai user feedback, très bien. Donc moi, après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on filtre sur les conversations qui ont des feedbacks. Tout le monde ne met pas du feedback, malheureusement. Ce serait trop beau. Et on obtient comme ça le dataset qui nous intéresse et qu'on grossit. Pourquoi est-ce que c'est important? Et c'est le dernier point que j'ai.
Je finis là-dessus. Euh, il y a trois éléments qui sont importants quand on développe ce RAG-là précis, mais de manière générale, une application LLM, c'est de choisir la métrique. Ça va guider où est-ce que vous allez et comment est-ce que, quelle, quelle métrique, tout simplement, vous améliorez au cours du temps. Donc ça, il faut que ce soit vachement lié au business et à vos utilisateurs idéalement. Faut que ce soit vachement corrélé à l'utilisation de l'application et aux performances business que vous attendez. Le dataset que vous utilisez, là, j'ai réutilisé ce que Toussaint m'a donné, c'est 10 exemples. Ce dataset doit être augmenté constamment, 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 de la manière dont je vous ai précisé avec le user feedback, et il doit représenter idéalement l'entièreté de la distribution de ce que vos utilisateurs vont pouvoir tester. Donc, s'il y a certains sujets qui ne sont pas présents dans votre dataset, ça va être très problématique quand vos utilisateurs utiliseront l'application, puisque vous aurez des comportements potentiellement non attendus. Donc ça, c'est important. Et le troisième point, une fois que vous avez ces deux systèmes-là en place, vous avez la possibilité d'itérer. Et là, ça rejoint toutes les idées que vous avez mentionnées là pendant la présentation de chunking, de re-ranking, de agentic chunking. Vous pouvez même remplacer entièrement la partie retrieval avec un graph RAG ou une autre structure dans laquelle vous voyez votre donnée de manière différente, plus structurée, qui représente mieux ce que vous voulez. Il faut tester. Donc, c'est bien d'avoir les points 1 et 2 avant, en place, avant de se mettre à aller itérer constamment. Voilà, donc ça termine cette présentation. Ici, un petit rappel des applications LLM. RAG, c'est pas tellement, je dirais, ma spécialité à moi, mais vous avez en fait pléthore d'applications LLM. Là, sur cette timeline ou sur cette échelle, vous avez à gauche ce qui correspond aux appels LLM simples, donc un appel à ChatGPT par exemple, et sur la droite, des outils plus complexes. Là, aujourd'hui, ce qu'on a regardé, c'est uniquement cette partie-là. C'est limité, mais vous voyez que c'est déjà, ça demande un petit peu de réflexion et de bien choisir ce sur quoi on travaille. Cette partie-là, Vanilla RAG, c'est quand même, moi je vois ça aujourd'hui quand même comme étant partiellement un service déjà offert, notamment via OpenAI File Search ou Pinecone a aussi une UI qui vous permet de faire ça automatiquement et Notebook LM donne des bons résultats. Si vous voulez peaufiner, effectivement, choisir tous les détails de chunking, etc., ça vaut le coup de passer du temps, au moins de manière éducative. Interagir, donc si vous vouliez améliorer votre RAG, vous avez intérêt à utiliser justement les données tabulées que vous avez. C'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure. Ensuite, faire des tool calls, notamment pour sélectionner. Donc, vous avez sélectionné un petit peu les différentes sources de données que vous allez utiliser. Savoir si vous voulez faire appel à votre base de données customer en production, etc. Et enfin, si vous arrivez à passer cette étape-là et que tout marche bien, que vous avez toute l'information qu'il vous faut, on passe à l'étape d'action, c'est-à-dire qu'on permet en fait au modèle de prendre des actions, toujours dans la limite où l'utilisateur est inclus et permet de valider toutes ces opérations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les agents aujourd'hui. Voilà, ça conclut la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci.